Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'handisport. C'est un format un petit peu différent de ce que l'on a l'habitude sur la chaîne. L'instigateur des premières compétitions paralympiques est Sir Ludwig Guttmann, qui était directeur de l'hôpital de Stoke Mandeville, près de Londres, qui est le premier à organiser les JO paralympiques en 1948. Initialement réservé aux athlètes paraplégiques, on retrouvait des épreuves comme le basket et le tir à l'arc. À partir des années 60, les Jeux paralympiques se sont de plus en plus structurés et on avait en 1960, lors des JO paralympiques de Rome, 400 athlètes de 23 pays différents. Depuis, tous les 4 ans ont lieu les Jeux paralympiques, en général 15 jours après les Jeux olympiques valides, et sont maintenant d'ailleurs médiatisés à la télévision. Les principaux sports sont l'athlétisme, l'aviron, la boccia, qui est une sorte de sport de boule qui ressemble un petit peu à la pétanque pour des paralysés lourds handicapés moteurs. Le basket fauteuil, le cyclisme, le paracyclisme, l'équitation, l'escrime, le football, le cécifoot, un football pour les non-voyants. On a l'haltérophilie. Alors l'haltérophilie, ce n'est pas des mouvements type de arracher et épauler jeter, mais c'est du développé couché. Le judo, la natation, le rugby fauteuil, le tennis de table, le tir à l'arc, voilà, toutes sortes de sports. En France, on a environ 20 000 licenciés, 35 000 participants et 45 sports de loisirs ou de compétition, dont 20 sports qui sont paralympiques. On avait une fédération française handisport, mais de plus en plus, les fédérations valides ouvrent maintenant une branche handisport, par exemple la Fédération française de cyclisme ou d'autres fédérations. Quand on parle d'handisportif, on a bien sûr toutes sortes de patients en situation de handicap. Classiquement, on l'a vu depuis Sir Ludwig Guttmann, les para et les tétraplégiques. On a les hémiplégiques, les patients infirmes moteurs cérébraux, les patients atteints de sclérose en plaques, les patients malvoyants, non-voyants, les amputés, les myopathies, des patients ayant aussi des surdité avec ils ont des Jeux olympiques spécifiques et également les patients déficients mentaux. Alors vous l'aurez compris, devant une telle hétérogénéité de patients, il est très difficile de rendre équitables les compétitions et donc on a créé des classifications qui sont complexes pour essayer de rendre équitables les catégories. Donc vous avez des catégories d'amputés du membre inférieur, des catégories d'amputés du membre supérieur, des catégories pour les aveugles, etc. Les patients sont donc classés par des médecins évaluateurs et en fonction de ce bilan analytique et fonctionnel, ils vont pouvoir concourir dans leur catégorie. Pour mémoire, lors du 100 mètres, je crois qu'on a entre 7 et 10 catégories différentes pour une finale du 100 mètres. Quand on a un patient en situation de handicap, quels sont les bénéfices qu'il va pouvoir retirer à pratiquer une activité physique et aussi du sport en compétition handisport? Eh bien, ces bénéfices, on va les reporter en plusieurs chapitres. Les bénéfices sur le plan physique, les bénéfices sur le plan psychologique, les bénéfices sur le plan de la sociabilisation. Et également, on va également aussi parler des effets délétères du manque du sport chez la personne en situation de handicap. Quelles sont les complications qu'il va pouvoir avoir s'il ne pratique pas une activité physique de manière régulière. Sur le plan physique, les bénéfices à retirer vont être un entretien de la fonction respiratoire et notamment de la capacité aérobie. Ceci peut être par exemple très important chez des patients tétraplégiques avec des VO2 max extrêmement réduites. Ensuite, on va avoir l'entretien de la souplesse articulaire pour éviter les raideurs, le renforcement musculaire de manière très importante là aussi pour éviter la gravatisation. Ensuite, la surveillance des complications, notamment chez les patients amputés. Chez les patients tétraplégiques, on aura aussi un bénéfice très important par rapport à l'équilibre du tronc, comme on le voit sur l'image en bas, chez ce patient tétraplégique pratiquant du tennis fauteuil. On a ici un exemple de rugby fauteuil. Et puis, on a cet exemple, pardon, de Alessandro Zanardi, qui est un ancien pilote de Formule 1 et qui a présenté lors d'une compétition de IndyCar aux États-Unis un accident extrêmement grave pour lequel il a été bien amputé fémoral.
Il explique que lors de sa rééducation, il s'est mis au paracyclisme, donc vélo à bras en position allongée, pour pouvoir parfaire sa condition physique en vue de reparticiper plus tard à des compétitions automobiles sur des voitures adaptées. Il a tellement pris plaisir à cette activité physique de paracyclisme qu'il a commencé à faire des compétitions et il est devenu champion olympique à Londres en 2012 et paradoxalement sur une compétition qui avait lieu dans un circuit de Formule 1. L'histoire est belle, mais malheureusement, lors d'un entraînement, il y a eu il y a quelques années un autre accident grave où il s'est fait percuter par une voiture et s'est retrouvé traumatisé crânien très grave. Alors, on a parfois des polémiques autour de la classification, puisque je vous l'ai dit, pour essayer d'avoir un maximum d'équité entre les participants selon le type d'handicap, plusieurs catégories ont été mises en place. En tennis fauteuil, il n'y a que deux catégories, les patients en tennis fauteuil et les patients tétraplégiques. Alors les patients de tennis fauteuil, on a toutes sortes de handicaps et on a eu une polémique autour de ce joueur anglais, Alfie Hewitt, qui a présenté une maladie de l'expertise calvé dans l'enfance, une épiphysiolyse de sa tête fémorale, avec une nécrose de tête fémorale, et qui l'a obligé à rester pendant très longtemps en fauteuil. Depuis, il parvient à se déplacer en marchant, mais est classé dans cette catégorie tennis fauteuil et se retrouve au même point que des patients biamputés ou des patients avec des paraplégies au niveau T6. Et donc, c'est vrai qu'il a une condition physique est nettement plus importante puisqu'il peut travailler également ses membres inférieurs et la totalité de ses abdominaux, contrairement à un patient paraplégique haut qui aura des difficultés suite au déficit de ses abdominaux. Donc, il a été jugé trop valide pour jouer en tennis fauteuil et le tennis fauteuil est en plein chamboulement pour essayer de corriger ces polémiques-là. Donc, je vais parler d'un cas clinique, un patient que je suis maintenant depuis de nombreuses années et que je suis amené à voir donc il y a quelques années lorsqu'il a 19 ans. C'est un jeune patient qui présente une hémiplégie droite spastique suite à une rupture d'anévrisme survenue à l'âge de 9 ans lors d'une compétition de BMX. Il pratiquait du BMX à ce moment-là à bon niveau puisque je crois qu'il était en championnat d'Europe. Ce patient a arrêté tout suivi de rééducation depuis 6 ans, donc depuis ses 13 ans, il a arrêté tout suivi de rééducation parce qu'il en avait ras-le-bol et c'est vrai que ça peut se comprendre, de 9 à 13 ans, il a passé beaucoup de temps à l'hôpital et au bout d'un moment, il s'est retrouvé vraiment avec un ras-le-bol de l'hôpital et il le dit lui-même, il avait arrêté tout suivi. Et ce jour-là, je le vois en consultation car il souhaite reprendre le vélo et il aimerait faire de la compétition en handisport et il souhaite que je lui signe sa licence d'handisport. Il n'a aucune doléance particulière et vient uniquement pour la signature de sa licence. Alors là, l'objectif du médecin, il est important et il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est je lui signe sa licence, voilà, mettez-vous au vélo, merci, au revoir. La deuxième possibilité est de lui signer sa licence, mais d'essayer de reprendre un suivi en rééducation fonctionnelle grâce au sport. Et c'est ce qu'on a essayé de faire au début. Donc on commence à discuter, on parle beaucoup. Et après un interrogatoire poussé, il m'explique que suite à son hémiplégie spastique, ben, par exemple, il a du mal à maintenir le guidon de son vélo. Il a également un ressaut lors de la flexion du genou lorsqu'il pédale et il a une raideur de cheville de son côté hémiplégique qui le gêne lors du pédalage. Voici sur la photo en haut à droite son membre supérieur avec cet aspect spastique en flexion de poignet. Et vous pouvez faire l'exemple sur vous en mettant votre poignet en flexion et en serrant avec vos doigts, puis ensuite en mettant votre poignet en extension et en serrant. Vous allez vous apercevoir que lorsque vous avez un poignet en extension, votre force de serrage, de préhension est beaucoup plus importante. Ensuite, au membre inférieur, vous remarquez qu'il existe un équin du pied important et c'est ce qui explique sa gêne lors du pédalage et il a également une spasticité de cuisse du droit fémoral. Lors des mouvements de flexion forcée du genou, on constate une trépidation épileptoïde de cuisse.
Alors, c'est ce que je lui explique. Je lui explique que pour essayer de tenir mieux son guidon, eh bien, il faudrait peut-être mettre une orthèse et effectuer des injections de toxines botuliques sur ses fléchisseurs de poignet pour avoir un poignet moins spastique en flexion et avoir plus de force de préhension pour pouvoir tenir le guidon. Pareil au niveau du membre inférieur, concernant cette équine du pied et cette gêne sur la spasticité de cuisse, on discute et je lui dis que c'est peut-être intéressant d'essayer de faire de la toxine botulique pour réduire ce pied équin et cette spasticité du droit fémoral afin d'améliorer le pédalage. Donc on lui fait ses propositions thérapeutiques d'injection de toxines sur les fléchisseurs du poignet, sur le droit fémoral et sur le triceps sural. On lui signe sa licence et puis on le revoit quelques temps plus tard avec ces superbes photos de compétition d'handisport et notamment sur la photo de gauche, une participation aux 24 heures du Mans Vélo, des participations à diverses compétitions handisport où il m'envoie les photos très régulièrement par mail. Et je tenais à présenter cet exemple aujourd'hui parce que je trouve que c'est très important d'avoir pu montrer que l'on a pu reprendre euh, un suivi en rééducation fonctionnelle grâce au sport et c'est vraiment un patient qui est pour moi est un exemple de volonté et depuis, bah, je le suis tous les 4 mois, heu et on discute de nos différents, de ces différents objectifs de sport pour essayer d'adapter la prise en charge afin qu'il puisse avoir, une activité physique dans les meilleures conditions. On voit ici son orthèse de poignet et grâce à la toxine, il, a une meilleure préhension sur le guidon. Donc on a vu les bénéfices sur le plan physique de l'activité sportive chez un patient handisport. On a maintenant les bénéfices sur le plan psychologique avec l'amélioration de l'estime de soi, la, la possibilité d'esprit d'équipe lors des sports collectifs et puis surtout l'amélioration de l'image du corps. Pour ceci, je vais utiliser l'exemple de Rick et Dick Hoyt. Rick Hoyt, donc c'est lui, c'est le papa, qui est un ancien militaire américain qui a un fils qui s'appelle Dick Hoyt, qui est infirme moteur cérébral. Et dans les années 70, eh bien, il était considéré comme déficient mental très sévère, alors qu'il avait une infirmité motrice cérébrale, mais avec une cognition tout à fait normale, mais des problèmes de communication. Il arrive à communiquer grâce à une synthèse vocale et il émet le souhait à son père de faire une compétition qui a lieu un jour dans son collège où malheureusement un jeune sportif a eu un accident grave et s'est retrouvé blessé médulaire. Et donc il demande à son père de participer à une course de levée de fonds pour aider ce jeune homme qui vient d'avoir un accident. Il lui dit, voilà, papa, j'aimerais participer à cette course. Donc son père pousse le fauteuil, il participe à cette course et puis finalement il se retrouve à faire de multiples compétitions. Après les marathons viennent les triathlons où le papa pousse son fils qui est situé dans un canot pneumatique, ensuite fait la course de vélo avec le fils posé sur une coque à l'avant du vélo. Et enfin, la course à pied sur un fauteuil. Donc, ils auront fait ensemble des dizaines de marathons, Ironman, semi-marathon, etc. Et Dick Hoyt, donc le patient IMC, a une phrase qui est très importante puisqu'il explique qu'il ne s'est jamais senti handicapé, qu'il a une excellente qualité de vie et que pour lui, l'activité physique lui permet de vraiment satisfaire tous ses besoins en termes d'amélioration de l'image de corps et d'estime de soi. Ensuite, on a vu les bénéfices sur le plan physique, sur le plan psychologique, maintenant les bénéfices sur le plan de la sociabilisation. Quand vous avez un athlète qui est en situation de handicap, qui doit effectuer des compétitions sportives, eh bien, on va avoir une amélioration de son autonomie. Il va devoir utiliser les moyens de transport pour se rendre aux compétitions, les différents équipements sportifs, etc. Ensuite, il y a le respect des horaires d'entraînement et renforcer sa place dans la société. A contrario, le risque, c'est bien sûr de se figer, rester sur soi, replié sur soi-même et d'avoir une désociabilisation. Donc l'activité physique a une place très importante en termes de sociabilisation.
Alors j'ai mis trois exemples en bas. Arnaud Assoumani, qui est un patient amputé du bras, qui effectue des compétitions de saut en longueur, qui avait d'ailleurs lancé un concours avant les JO, alors je crois que c'était Londres ou Rio, je ne me rappelle plus, où on pouvait designer sa prothèse, faire la décoration de sa prothèse. Alors vous le connaissez tous au milieu ici, Philippe Croison, qui est un patient quadri amputé et qui a relié les cinq continents à la nage. Donc il a traversé la Manche, le détroit de Bering entre l'île Petite Diomède et Grande Diomède. Il a également participé au Paris-Dakar. Donc voilà, vraiment un grand monsieur. À droite, Assia Enanouni, qui est une athlète pratiquant notamment le 800 mètres et ayant, une malvoyante, ayant également fait des compétitions avec les voyants. Alors, on l'a dit, justement, le manque d'activité physique peut provoquer des effets délétères chez le patient en situation de handicap. Alors, quels sont-ils? On a les troubles du transit, l'ostéoporose, donc le manque de mobilisation va provoquer une diminution de la densité minérale osseuse, la raideur articulaire et puis, bien sûr, les désadaptations cardiovasculaires. Le risque également du manque d'activité physique, c'est la prise de poids. Et chez un patient paraplégique, par exemple, une prise de poids importante va rendre sa vie quotidienne extrêmement difficile, notamment pour les transferts, fauteuil-lit, fauteuil-voiture, etc. Autre effet délétère du manque du sport sur le plan relationnel, je l'ai dit il y a quelques minutes, le repli sur soi, la vie en dehors de la société et parfois allant même jusqu'à l'esprit de revendication. Et on a plusieurs cas récents dans la presse. Ensuite, cette notion de plaisir qui est extrêmement importante avec le risque d'ennui, de perte d'estime de soi. Et enfin, on l'a dit sur le plan d'autonomie, une dépendance aux autres et un assistanat important. Alors, quand on fait du sport, qu'on est en situation de handicap, il faut bien entendu faire attention aux diverses complications qui peuvent survenir et j'ai choisi l'exemple du blessé médulaire, paraplégique ou tétraplégique. Il est à haut risque d'escarre, d'infection urinaire, d'hyperréflexie autonome, de fracture, de pathologie de l'épaule pour le patient paraplégique ou du coup de chaleur pour le patient tétraplégique. On va énoncer ces différentes problématiques. La première, c'est l'escar, la lésion cutanée d'origine ischémique liée à une compression des tissus. Et là, quand vous avez par exemple des Jeux Olympiques qui ont lieu à Pékin, donc à l'autre bout de la planète, vous avez un voyage en avion de 10 à 14 heures, le risque d'escar est majeur, donc il faut faire attention. Il y a des coussins anti-escar. Pensez à bien bouger, faire ce qui s'appelle des push-ups pour essayer de modifier ces points d'appui. Donc ça, quand vous avez de l'activité physique, c'est toujours une notion très importante que vous devez expliquer à votre patient, de faire très attention. Et en plus, l'escar va aggraver la spasticité par un rôle d'épine irritative que l'on va expliquer plus tard. Donc, les facteurs de risque d'escar, eh bien, ce sont les antécédents d'escar. L'effort physique va provoquer une sudation, une macération, accompagnée parfois de fuites urinaires qui va là aussi augmenter le risque de lésion cutanée. On l'a dit, l'augmentation de fréquence des transferts, transfert du fauteuil de sport au fauteuil de ville, du fauteuil de ville au bus qui va vous amener jusqu'au lieu de la compétition, et toute cette multiplication des transferts va augmenter le risque d'escar, de même que l'ambiance humide, par exemple en piscine, ou la déshydratation. Il faut savoir que l'escar est d'ailleurs une contre-indication à une participation en compétition officielle. On va voir pourquoi dans quelques minutes. Deuxième complication à faire attention, c'est l'infection urinaire. Et chez un patient blessé médulaire, il faut savoir que l'infection urinaire correspond à une définition stricte de symptômes à type de fièvre, pollakiurie, brûlure mictionnelle, augmentation, fuite entre les mictions, urine purulente et qu'un examen d'urine tel qu'une bandelette effectuée de manière fortuite sans aucun point d'appel n'est pas une bonne solution puisqu'elle va juste traduire une colonisation urinaire et ce qui est totalement normal chez un patient blessé médulaire qui s'autosonde. Avoir des germes dans ses urines lorsque l'on s'autosonde, c'est tout à fait normal, mais le risque c'est que ces germes se multiplient, s'accroissent et que vous en ayez un qui prend le dessus et qui va créer une infection.
Donc la prévention de l'infection urinaire, c'est l'hydratation. Là aussi, l'infection urinaire peut être ce qui s'appelle une épine irritative et aggraver la spasticité par exemple. Chez des blessés médulaires hauts tels que les paraplégiques, on peut avoir une complication spécifique qui s'appelle l'hyperréflexie autonome. Il s'agit d'une augmentation brutale de la tension artérielle, accompagnée le plus souvent d'une tachycardie, parfois d'une bradycardie. En fait, c'est une brise en branle du système nerveux autonome du patient qui va s'accompagner de céphalées, de sueur, ensuite lésionnelle, de troubles visuels, d'anxiété et de panique. En gros, vous avez un patient blessé médulaire qui, tout d'un coup, se retrouve avec 22 de tension, des céphalées, une augmentation de la spasticité et une panique due à la mise en branle de son système nerveux autonome. Alors, quelles sont les causes de cette hyperréflexie autonome? Eh bien, elles sont multiples et il va falloir les rechercher une à une. Le globe vésical a-t-il pensé à se sonder? A-t-il une vessie pleine? Le fécalome, une fracture, il n'a pas de sensation sous son niveau lésionnel et donc, par exemple, une fracture du tibia peut passer inaperçue chez un patient blessé médulaire et provoquer à ce moment-là une hyperréflexie autonome. Quand vous avez une hyperréflexie autonome, elle peut être dangereuse avec un risque cardiovasculaire, un risque d'hémorragie cérébrale, d'infarctus, etc. Divers risques, donc il convient de la traiter le plus vite possible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour la traiter? Il faut supprimer la cause. Par exemple, vous avez un globe vésical, hyperréflexie autonome, eh bien il faut drainer la vessie. Ensuite, il faut gérer les symptômes. Vous avez un patient qui est hypertendu, s'il fait une hyperréflexion autonome, eh bien, il va pas falloir l'allonger comme votre classique malaise vagal chez votre patient valide. Là, c'est l'inverse, il va falloir le mettre debout, donc le porter, le mettre en position verticale, euh, mettre aussi des antihypertenseurs pour essayer de lever cette hyperréflexie autonome. Ensuite, traiter les complications. Mais en tout cas, la principale chose à faire, c'est de traiter le facteur favorisant. Autre complication, je vous l'ai dit, le paraplégique n'a aucune sensibilité. Et donc, vous avez ce type de fracture-là du tibia, fracture tibia-péronée sévère avec chevauchement, qui peut passer totalement inaperçue puisque le patient n'a pas mal. Elle peut être soit sans symptômes, soit avec une hyperréflexie autonome ou une augmentation de la spasticité par épine irritative. Je vous l'ai dit, chez les blessés médulaires, attention aux pathologies d'épaule. Chez les patients tétraplégiques, attention à la thermorégulation. Chez un tétraplégique, la thermorégulation, selon les variations de température, va s'effectuer uniquement par la tête, le visage. Il ne va pas pouvoir suer de ses aisselles et de son tronc. Donc il faudra faire attention lors des gymnages surchauffés ou au contraire lors des ambiances froides. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des contre-indications temporaires aux compétitions chez les blessés médulaires et notamment l'escar, l'infection urinaire, l'hyperréflexie autonome. Ce sont des contre-indications aux compétitions et je vais vous l'expliquer dans quelques minutes parce que vous pouvez avoir une épine irritative et cela peut dans certaines circonstances modifier les performances. Chez nos patients amputés, là aussi, vraiment important, la surveillance des moignons et des fractures de fatigue sur les membres sains. Alors pourquoi l'escar est interdit lors des compétitions en discipline? Eh bien, parce que elle peut être volontaire, provoquée pour améliorer les performances par un mécanisme qui s'appelle le boosting. Le boosting, c'est quoi? C'est un patient paraplégique qui doit effectuer un marathon et qui va par exemple se provoquer une automutilation, euh, donc volontairement, clampage de sonde urinaire, fracture des orteils, plaie sur les cuisses, pour provoquer une épine irritative. S'il se crée une plaie au niveau de la cuisse, le signal de la plaie au niveau du corps pour dire qu'il se passe quelque chose et que ça va mal va remonter par les voies nerveuses, mais ne va pas pouvoir rejoindre le cerveau pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la cuisse. Donc le système nerveux autonome va se mettre en branle tout seul puisqu'il ne peut pas mettre le signal au cerveau et on va avoir une augmentation de son système nerveux autonome qui va provoquer une hypertension artérielle, une augmentation de la fréquence cardiaque et donc une hyperréflexie autonome qui va améliorer le rendement. Donc on s'est aperçu que chez les patients marathoniens qui effectuaient cela, ils avaient une amélioration de leur temps jusqu'à 10%.
Il s'agit donc d'une tricherie et le boosting peut être apparenté à une technique de dopage, c'est-à-dire qu'on va modifier les performances en créant volontairement une hyperréflexie autonome. Du coup, bien, l'escar est interdit lors des compétitions. Type de tricherie en handisport, c'est l'équipe d'Espagne au niveau de basket aux Jeux paralympiques de Sydney. Et l'équipe d'Espagne concourait dans l'épreuve des déficients mentaux. Ils remportent la compétition haut la main en gagnant tous leurs matchs avec plus de 40 points d'écart. La compétition passe et quelques mois après, on s'aperçoit quoi? Que ce sont des joueurs qui ne sont pas déficients mentaux. L'un est journaliste, l'autre est juriste, l'autre est instituteur. L'équipe d'Espagne avait triché et avait envoyé des gens qui n'étaient pas déficients mentaux. D'ailleurs, depuis les JO de Sydney, il n'y avait plus de participation des déficients mentaux dans les autres JO jusqu'à leur retour aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. On a parlé tout à l'heure d'Assia Enanouni, qui est une athlète malvoyante et qui était 8e chrono national sur 800 mètres et qui a participé à des compétitions valides. Comme autre exemple, vous avez aussi Oscar Pistorius qui avait concouru avec les valides mais sans pouvoir se qualifier. Il y avait eu toute une polémique par rapport à ses performances et notamment ses lames de carbone dont certains athlètes considéraient qu'elles puissent lui améliorer de manière artificielle ses performances. Voilà, c'en est fini pour ce topo sur un format un petit peu inhabituel. Merci à tous.